Alors, honorable Nadot, maintenant sur le plan général, par rapport à la politique française en Afrique, comment appréciez-vous les relations des présidents successifs de la France avec les dictateurs africains? Écoutez, d'abord, c'est choses extrêmement complexes. Donc, avoir un positionnement tranché est loin d'être chose évidente. On a différentes générations. On a le moment Chirac où on est dans une relation paternaliste, post-coloniale, paternaliste, mais qui est une relation, je dirais, avec toutes les erreurs du moment, mais qui est une relation d'un président qui avait à cœur que les choses aillent mieux en Afrique quand même. Donc c'est un grand moment de malversation, de pots de vin, etc. Hein, donc je ne suis pas en train d'encenser la période. Mais on avait quelque chose qui était d'une nature, je vous dis, de paternalisme. On a eu ensuite la période de Nicolas Sarkozy comme président de la République, qui avait un regard sur l'Afrique qui était quand même un regard très dur, et puis avec un regard qu'il a transféré chez beaucoup de Françaises et de Français, c'est de dire que l'Afrique, c'est l'immigration et donc c'est un problème pour la France. Il a amené cette espèce de raisonnement très raccourci un petit peu dans beaucoup de foyers français et ça fait beaucoup de tort et de manière durable. Donc c'était pas franchement la relation idéale. On a eu ensuite François Hollande, qui était quelqu'un d'assez maladroit dans la communication, mais qui, pour le coup, a tenté, je pense réellement, avec son lot d'échecs, mais en la matière, c'est facile hein, de dire qu'il n'y a que la réussite qui compte, mais qui a tenté d'établir des nouvelles relations et de montrer que quand il y avait un chemin un cheminement, un début de chemin vers un fonctionnement plus démocratique, la France était plus présente. Donc il y avait quelque chose côté international de la part de François Hollande qui était assez intéressant. Il a beaucoup plus pêché, je pense, sur la politique intérieure de la France et ça l'a amené à disparaître de la scène politique. Quant au président Macron, il est arrivé avec l'idée que ce serait un réformateur avec beaucoup de changements, et puis il fait le discours de Ouagadougou. Moi, ce discours, je le trouvais extrêmement séduisant et je me suis dit, voilà, moi je suis parlementaire, je vais emboîter le pas à ce discours et véritablement, c'est vers ça que je veux qu'on tende. Le problème, c'est que maintenant, ce discours, il a 3 ans et qu'on ne trouve pas de concrétisation, aucunement. Moi, vous savez, j'essaye d'approfondir le sujet dans les relations avec 7 ou 8 pays d'Afrique et je ne vois pas une traduction du discours dans ces pays-là. Et par ailleurs, pour faire un résumé de la situation, je crois que l'analyse qui consiste à dire qu'il faut envoyer des militaires en Afrique, et ce de manière durable. Et, il y a le questionnement quand même de l'opération Barkhane qui dure depuis longtemps, qui a été remis très récemment au goût du jour là, sur un sommet il y a 2 jours, et où on a dit bah, on continue comme ça. Sauf que moi je crois que les militaires français sont une solution qui peut être ponctuelle à un moment donné où il faut intervenir pour préserver des populations. Et donc le sens de l'intervention de départ au Mali était pour moi quelque chose de nécessaire. Dire que l'intervention militaire est nécessaire, vous savez, de ma part, c'est pas très fréquent, mais je pense que c'était nécessaire. Quant à le prolonger pendant des années et des années, ça montre qu'on est dans l'échec. Parce que maintenir une action militaire à un endroit, ça veut dire qu'on reste dans le conflit et qu'on n'en sort pas.
Donc moi, la politique aujourd'hui de la France à l'égard de l'Afrique, c'est que je trouve qu'on envoie trop de militaires et pas assez d'enseignants. Voilà, le résumé, il se trouve là. Et cet écart, en fait, entre les deux se situe dans les intérêts à court terme de quelques rares entreprises françaises qu'on préserve en agissant de la sorte. Alors que pour le plus grand nombre, français y compris, on ferait bien mieux d'avoir une nouvelle orientation quant à nos relations de partenariat avec les pays d'Afrique. Et pour le Togo, ça fonctionne comme une évidence. Que n'a-t-on pas aidé à ce qu'il y ait une belle université pour le pays, avec des formations pour que les jeunes puissent avoir des débouchés quand il y a du travail, ce qui n'est pas toujours le cas, et des débouchés aussi, on va dire, sur des formations un peu plus longues dans le supérieur, sans avoir besoin de quitter le pays, et le plus souvent ne pas y revenir, parce que c'est un problème. Donc cette question de l'éducation et puis de l'enseignement supérieur, je trouve que la France fait fausse route en ne la travaillant pas davantage avec des pays comme le Togo. Oui, en effet, nous avons un problème sérieux qui doit être, peut-être, je dois formuler une question par rapport à cela. Nous avons près d'une soixantaine de prisonniers politiques qui aujourd'hui sont en prison. Il y en a qui qui sont déjà morts et qui, sans jugement, ils sont maintenus là. Ils ne connaissent pas leur sort. Et je pense que le Togo, de temps en temps, mène des discussions par rapport au respect des droits de l'homme avec la France. Et je ne sais vraiment comment le Togo arrive à expliquer le maintien des gens que nous croyons innocents en prison, qui ne peuvent même pas être visités par leurs parents, et que, bon, on puisse aller expliquer autre chose par rapport aux avancées des droits de l'homme au Togo, parce que nous considérons qu'il y a eu assez de recul par rapport aux libertés et aux droits de l'homme au Togo, parce que c'est ce sont des prisonniers qui sont là, que tout le monde considère comme prisonniers politiques, et ne doivent pas être maintenus en prison comme ça. Ils ne connaissent pas leur sort. Quand est-ce qu'ils seront libérés? Quand est-ce qu'ils seront jugés? Et bon, et la France ne peut pas peut-être accepter qu'un pays avec lequel elle a une relation, la France, pays de liberté, de justice, d'égalité quand même. Et donc pour nous, on est inquiet et on se demande comment la France arrive à digérer cette relation avec le Togo malgré ce qui se passe au Togo. Alors, sur la question des prisonniers, la situation est extrêmement difficile pour un pays comme la France, pour la raison suivante, c'est que en agissant trop directement sur le système judiciaire qui fonctionne mal, on est immédiatement renvoyé à la question de l'ingérence. Donc, il y a des questions sur l'état de droit et le fonctionnement de la justice qui s'inscrivent dans les accords de Cotonou. Avec la difficulté, c'est que pour mettre en route et puis avoir des conséquences, ça prend plusieurs mois. En revanche, il y a aussi, et c'est quand même un endroit de sensibilité assez fort, la possibilité pour des associations, pour des groupes de Togolais, de saisir le groupe de la détention arbitraire des Nations Unies, qui va documenter, qui va ensuite faire un rapport et puis faire une demande très claire à l'État incriminé. Ensuite, l'État reste effectivement maître de sa décision, mais quand les décisions du rapport, les préconisations du rapport ne sont pas respectées, c'est le risque de se mettre au banc d'une partie de la communauté internationale. Donc, c'est un mode de pression qui est
qui est assez précieux. Donc sur l'urgence, c'est extrêmement difficile d'agir. Et là, ça nécessite une prise de parole qui ne peut guère être que la prise de parole pour un pays étranger que d'un ministre ou du président de la République. Quant à une démarche sur du moyen terme, je pense qu'il faut que ce soit les Togolais qui saisissent les instances internationales plutôt que la France. La France, c'est sur le respect des accords, par exemple, de Cotonou, qu'elle doit travailler. Après, la charte de San Francisco préconise un certain nombre de règles par rapport à la détention. Donc, il y a aussi une approche aux Nations Unies. Quand il y a une session du Conseil de sécurité, en général, il y a un examen de la situation dans un certain nombre de pays d'Afrique. Donc là aussi, il y a éventuellement à saisir les instances des Nations Unies, ce qui pour le coup est assez difficile et ce qui pour le coup peut être quelque chose qui, dans un moyen terme, sera une démarche de parlementaires français. Mais il faut que la réflexion soit un petit peu plus mûre, qu'il y ait un travail de mise à jour pour qu'à la fois on ait une opinion publique qui s'inquiète de ça, qui soit au courant et s'inquiète, pour que les parlementaires s'en saisissent et puis saisissent in fine le Conseil de sécurité. Donc ça aussi, c'est une démarche un petit peu de moyen terme, mais c'est un autre moyen d'action. Il faut finalement utiliser tous les leviers. Il y a des leviers sur lesquels nous, parlementaires, en situation facile, parce que, je vous le disais, la France est loin d'être une perfection en matière de démocratie, mais un parlementaire est libre en France. Il est libre de ses choix et il peut décider de mener des actions quand il estime qu'il a à les mener. Ce qui malheureusement n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Bon, bien évidemment au Togo, où c'est tout à fait impossible, et dans la plupart des pays voisins, où c'est extrêmement complexe également. Mais il faut avoir en tête que pour avancer sur les chemins de la démocratie, sur une justice pour tous, c'est un travail de longue haleine et qui nécessite qu'il y ait plusieurs réseaux, plusieurs faisceaux qui interviennent conjointement, séparément, pour qu'il y ait un effet transformateur. Donc toute la diaspora du Togo, par exemple, doit se mobiliser sur des actions comme, par exemple, cette saisie du groupe de la détention arbitraire, parce que c'est quelque chose qui, à la fin, est relativement simple en termes de procédure à effectuer. Merci beaucoup. Monsieur Macron se plaint de la montée du sentiment ou d'un sentiment anti-français. Et si cela était le cas, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier un tel sentiment? Et ne pensez-vous pas qu'au fait, c'est un sentiment anti-politique française en Afrique? Alors moi j'espère que ce que vous appelez le sentiment anti-français est bien un sentiment contre la politique menée par la France. Parce qu'il faut distinguer les citoyens françaises et français et puis l'action du pouvoir politique, Oui. qui sont deux choses différentes. Mais qu'est-ce qu'il justifie? Écoutez, je vous le disais tout à l'heure, il y a un passé colonial qui est quand même pas glorieux côté français. Et donc, on pourrait s'attendre à une réaction qui serait d'essayer même si c'est pas possible, humainement parlant, de rembourser une dette. Mais il y a une dette de l'histoire qui n'a jamais été remboursée. Et plutôt que de faire cela, il y a soit le silence, parfois un certain mépris, et de l'intrusion, comme vous avez relevé, par certains ambassadeurs qui, effectivement, se voient à un rang de ministre dans le pays où ils n'ont pas du tout ça comme mission à assumer. Donc il y a un sentiment qui,
qui se comprend parce qu'il ne se construit pas sur rien. Il se construit sur le décalage entre l'image d'une France pays des droits de l'homme avec des valeurs universelles, un discours présidentiel comme celui de Ouagadougou qui dit plein de choses extrêmement enthousiasmantes et dont on a envie de croire et puis d'emboîter le pas, et puis la réalité du quotidien. On voit bien que quand on est togolais, à travers ce qu'on a des informations, on se dit mais ils se fichent de nous. Et donc, cette question du sentiment contre cette manière de faire la politique, moi je le trouve malheureusement légitime. Et c'est bien une raison de mon combat, c'est que je sais pertinemment le risque qui existe entre l'amalgame entre un pouvoir politique qui ne fait pas ce qu'il devrait faire et puis ensuite toute une population. Vous savez, si on prend le temps avec n'importe quelle personne d'expliquer factuellement ce qui a pu se passer pendant l'élection présidentielle, vous trouverez personne qui vous dira que c'est normal. Personne. Vous trouverez personne en France. De là à dire que vous trouverez des gens qui veulent s'investir pour tout changer, etc., c'est un autre problème parce que en France, les gens ont plein de problèmes et sont tournés vers leurs problèmes avant ceux des autres. Mais ce qu'il faut effectivement véhiculer, c'est que les problèmes de démocratie en Afrique d'aujourd'hui sont les problèmes de la France de demain. Parce que si le continent africain va mal et vit mal, je donne peu de l'avenir de la France comme une puissance au sein de l'Union européenne et au sein de ce monde. Il y a un certain nombre de données déjà qui nous expliquent qu'il faudrait savoir se repositionner par rapport à ce que l'on est réellement. Et aussi, il faudrait savoir se repositionner par rapport à l'image que la France veut d'elle à travers le monde. Et c'est vrai que de ce côté-là, il y a quand même des choses qui sont vraiment à revoir et avec une certaine désillusion parce que, de ma perception, beaucoup ont cru qu'Emmanuel Macron allait véritablement changer le système, casser cette espèce de cercle vicieux dans lequel sont pas mal de pays. Et on attend toujours que ça vienne là, clairement. Oui, comme vous, moi aussi, je pense que les peuples africains n'ont pas de problème avec le peuple français. Et au contraire, c'est les dirigeants qui sont dans cette relation adultère qui, c'est pas, leur permet de continuer donc par se protéger et se soutenir, même dans le pire. Et donc, alors nous savons, nous comprenons donc que les peuples n'ont pas de problème l'un contre l'autre. Alors comment ces deux peuples-là, le peuple français et le peuple africain, qui sont conscients donc du fait que il n'y a pas de problème entre eux, mais c'est plutôt les dirigeants qui, n'est-ce pas, sont le problème. Alors comment nos deux peuples peuvent alors mener cette lutte-là qui est commune aux deux peuples pour pouvoir peut-être, c'est pas, avoir plus de clarté ou bien de lumière, n'est-ce pas, dans l'avenir. Écoutez, le fait est que moi, je crois beaucoup en l'éducation et je crois beaucoup que c'est en connaissant mieux l'autre qu'on progresse dans le dialogue et après dans la relation. Et donc ma réponse, c'est que il faut réussir à ce que le discours venu des pays d'Afrique perce davantage dans les médias en France. Les médias sont extrêmement silencieux quant aux problématiques des pays, qu'elles soient positivement abordées ou négativement. Moi, je suis toujours étonné. Vous savez, je fais partie de gens qui s'inquiètent beaucoup des questions environnementales
sur notre planète, dans mon pays et partout. Et quand je vois que l'Afrique tout entière ne gâche pas notre planète comme le font un seul des pays industrialisés, je me dis que quand même, il y a des choses qu'on devrait savoir écouter de ce qui se passe en Afrique, de la manière de vivre la relation des gens à leur terre. Et quand les puissances étrangères arrivent en Afrique, ah, mais c'est pour tout massacrer. Alors ça va être une entreprise de bauxite, une entreprise minière qui saccage tout en Guinée. Ça va être des plantations d'arbres pour avoir de l'huile de palme, on massacre tout, etc., etc. Donc il y a une méconnaissance en France des richesses culturelles et de la manière de vivre des gens qui est évidente. Donc il y a tout un travail à faire en face de ça. Et inversement, il y a une méconnaissance de la diversité et de la profondeur d'un pays comme la France. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est compréhensible, mais du Togo, on voit la France comme le discours d'un chef d'État, de deux, trois choses, alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire valoir et qui sont plus intéressantes. Donc je pense qu'il faut avancer vers une meilleure compréhension de l'autre, et ça repose sur l'acquisition de connaissances, de savoir, de partage. Et donc ça renvoie à des questions éducatives dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment un facteur clé et à mon avis déterminant pour la suite. Mais de toute façon, les pays d'Afrique qui tirent le mieux leur épingle du jeu déjà aujourd'hui, vous regardez, sont les pays qui ont des universités, qui ont réussi à s'ouvrir davantage sur le monde. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et bien évidemment, un président de la République qui est sur une stratégie très autoritaire et donc pour conserver le pouvoir qui renferme le pays petit à petit de plus en plus sur lui-même, certainement que ça va à l'encontre de ce qu'il faudrait pour espérer un développement harmonieux et paisible aussi de tout un pays. Donc il y a des vraies questions derrière tout ça, à la fois à l'intérieur du Togo et à la fois dans la relation entre nos deux pays. C'est très clair. Il y a de cela 30 ans et plus, quand le feu président François Mitterrand a prononcé le discours de la Baule, et dans lequel il a appelé donc à la fin des régimes illimités en Afrique, à la fin donc des partis uniques et donc à l'adoption donc du multipartisme et de la démocratie. Cela il y a 30 ans. Et aujourd'hui, c'est sous le nez d'un des plus jeunes présidents de la République française, à la personne de M. Macron, que ces acquis sont en train d'être foulés aux pieds, puisqu'il y a eu des modifications des constitutions ici et là pour que les gens puissent se maintenir. Au fait, un retour à vitesse, donc vers les années sombres d'avant le discours de la Baule. Alors, député honorable Nadot, ne pensez-vous pas que cet état de fait risque de compromettre un tout petit peu, n'est-ce pas, l'héritage Macron? Si Mais nous bien sûr, voulons bien sûr. faire cette... Oui. Bien sûr. Le fait est que il y a dans ça plusieurs choses. D'abord, vous le dites, et c'est très clair, le discours de François Mitterrand à la Baule ouvrait le chemin à ce qui était nécessaire de faire. On est plus de 30 ans après et on voit que, pour ainsi dire, il y a très peu de chemin qui a été fait. On pouvait avoir cet espoir au tournant des années 2010 en se disant que peut-être dans plusieurs pays il allait y avoir quelque chose, et je crois qu'on est dans un moment finalement de retour en arrière. Donc
Il y a une première conclusion pour moi qui est à tirer, c'est d'abord que les pays d'Afrique ne doivent pas trop attendre des puissances internationales parce qu'elles ont montré jusqu'à présent tout leur égoïsme et bien souvent toute leur lâcheté. Donc il y a à réfléchir ensuite comment établir une stratégie parce que le principe même d'une dictature, c'est que pour l'opposition et une volonté d'alternance démocratique, c'est extrêmement difficile de s'en sortir tout seul. Donc ça renvoie à une autre logique qui me semble nécessaire de mettre en place, au moins au niveau régional, c'est des alliances d'opposition et de construction démocratique politique de plusieurs pays, de préférence des pays voisins, mais pas nécessairement, mais qui rencontrent les mêmes problématiques et qui disent quand Monsieur Kodjo se retrouve dans cette situation qui, si vous suivez l'actualité de l'Ouganda, est exactement celle qui est en train de vivre Bob Wine. Voilà. Très clairement, si à ce moment-là, 4 ou 5 autres oppositions des pays voisins avaient été en capacité de se mobiliser, probablement le destin des choses aurait bien changé et les puissances internationales qui sont très lâches depuis bien des années se seraient retrouvées obligées de procéder autrement. Donc moi je crois fermement qu'il y a ces frontières dont on sait qu'elles ont été colonialement construites en Afrique, qui ont fait oublier les capacités collectives qui existent en Afrique. Et je crois que c'est à cet endroit qu'il faut remobiliser des forces régionalement, un petit peu au-delà des frontières, et pour espérer trouver un vrai chemin fiable et conséquent, et pour obliger les puissances étrangères à suivre une dynamique, puisque les puissances étrangères ne sont pas là pour créer la dynamique. Donc elles doivent venir d'ailleurs. Donc je crois fermement qu'il y a cette possibilité existe. Cette possibilité, elle existe à partir du moment où on a les réseaux sociaux, on a des diasporas à peu près pour chaque pays, donc y compris quand depuis l'intérieur du pays, c'est impossible parce qu'on risque sa vie de construire cette opposition. Eh bien, je crois qu'on est dans un moment où les outils existent, les volontés existent, parce que moi je vois quand même, que ce soit chez les Camerounais, que ce soit chez les Guinéens, que ce soit chez les Congolais, on voit vraiment une volonté de la diaspora, qui en plus est une diaspora qui a une dimension intellectuelle, professionnellement installée dans les pays où elle est, donc qui a une puissance d'agir réelle. Et on est dans un moment où on peut changer la donne parce que on arrive à un moment où on va avoir à peu près dans la main des gens des pays concernés suffisamment de choses pour qu'ils puissent changer la donne. Ce qui n'était pas possible quasiment jusque-là. Les réseaux sociaux, il y a du mauvais, mais il y a aussi un potentiel de transformation qu'il ne faut pas sous-estimer. Et moi, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans l'utilisation au maximum de cela. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Honorable Nado, votre message d'espoir à l'endroit du peuple togolais. Écoutez, le message d'espoir, je viens de vous dire un petit peu où je le voyais. On a des nouveaux outils. La chance d'un pays comme le Togo, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas passer par les mêmes étapes que moi-même, que des gens de plus anciens que moi ont vécu. Et ils ont un nouveau regard. Mais ce qui est certain,
c'est que cette condition de la liberté pour pouvoir vivre décemment, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et donc, avec la diaspora togolaise, avec des forces politiques qui ont été extrêmement fortes dans un moment difficile, la DMK, et puis on va avoir d'autres révélations, je pense. Il y a un potentiel qui laisse entrevoir une porte ouverte vers un futur meilleur. Et ce qui est relativement nouveau, c'est que ce futur meilleur est de moins en moins dépendant de pays comme la France, qui préfèrent souvent jouer comme avec des marionnettes d'un pays comme le Togo. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, ça peut vous paraître particulier parce que c'est un parlementaire français qui vous dit ça, mais compte tenu de l'incapacité d'un pays comme la France à regarder en face son passé colonial et la dette conséquente à ce passé colonial, je crois que la possibilité de réunir entre ses propres mains, quand on est togolais, le pouvoir nécessaire pour changer les choses, je crois que c'est ça l'espoir sur lequel il faut se focaliser et sur lequel il faut travailler et rendre possible le plus vite, en n'oubliant pas qu'effectivement, il y a des gens qui souffrent de manière très forte en ce moment. Il y a des prisonniers politiques, et puis il y a une misère sociale qui s'installe durablement parce que un pays qui s'organise en dictature n'est pas un pays qui pense pour la population en général, mais mécaniquement qui pense uniquement pour la centralité du pouvoir, c'est-à-dire quelques personnes. Honorable Naudot, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Ok. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre émission de ce mercredi. Merci à tous et on se retrouve mercredi prochain. Merci.